Imaginez un instant, quelque part au-delà des montagnes de l'Est, loin des terres que nous connaissons, deux mystérieux magiciens foulent le sol de la terre du milieu. Alatar et Palando, les mages bleus, leur existence est un fait, mais leur destinée, un mystère insondable. Contrairement à Gandalf ou Saruman, dont les histoires sont bien documentées, les mages bleus disparaissent presque sans laisser de traces. Ni le Seigneur des Anneaux, ni même le Silmarillion ne nous racontent ce qu'ils sont devenus. Ont-ils échoué dans leur mission ? Se sont-ils rebellés contre Sauron ? Ou ont-ils, au contraire, fondé des cultes secrets influençant les empires de l'Est ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les ténèbres de l'inconnu pour explorer les secrets les plus sombres des mages bleus. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors attachez votre ceinture, ajustez votre capuchon et en route vers l'inconnu. Et si vous aimez percer les mystères de la Terre du Milieu, laissez un like et abonnez-vous. Après tout, comme Gandalf l'a dit, un abonné n'arrive jamais en retard ni en avance. Il s'abonne précisément quand il le doit. Ils étaient 5, mais l'histoire n'en a retenu que 3. Pourtant, lorsque les Istari furent envoyés en Terre du Milieu, les mages bleus étaient là, aux côtés de Gandalf, Saruman et Radagast. Tous issus des rangs des Maillards, ces esprits divins serviteurs des Valar, ils prirent forme humaine pour marcher parmi les peuples libres, portant en eux un savoir ancien et une puissance que peu pouvaient comprendre. Mais contrairement aux guerriers et rois de ce monde, leur force ne devait pas se mesurer par l'acier ou le feu. Leur mission n'était pas celle d'un conquérant, mais d'un guide. Ils n'étaient pas envoyés pour terrasser Sauron, mais pour rallumer les braises de la résistance, aider les peuples libres à se dresser contre l'ombre qui grandissait. Les Valar, après tant d'échecs et de guerres dévastatrices, avaient choisi d'intervenir non par la force, mais par la sagesse. Saruman le Blanc devait être le chef, la tête pensante des Istari, le plus sage et le plus savant. Gandalf, plus humble, devait marcher parmi les peuples et les inspirer. Radagast, lui, trouva son rôle dans la nature, proche des bêtes et des esprits de la forêt. Mais Alatar et Palando, eux, semblaient avoir une tâche plus obscure, plus éloignée des événements que nous connaissons, car dès leur arrivée, leur route fut différente. Tandis que Gandalf et Saruman foulaient les terres de l'Ouest, voyageant entre le Gondor, le Rohan et les terres elfiques, les mages bleus prirent la direction de l'Est. Non pas un voyage d'exploration, mais une mission délibérée. Peut-être même un ordre. Alatar, le premier, aurait été choisi spécialement pour cette tâche, et Palando l'aurait suivi, par amitié ou par conviction. L'Est et le Sud. Des terres immenses où s'étendaient les royaumes des hommes soumis à Sauron, où des civilisations inconnues s'étaient élevées, loin du regard des chroniques occidentales. Ces terres avaient leur propre guerre, leur propre légende. Les mages bleus s'y enfoncèrent et peu à peu, leurs noms s'effacèrent des récits. Pourquoi cette séparation si radicale ? Pourquoi eux et pas un autre ? Était-ce parce qu'ils avaient une force différente, une volonté moins malléable ? Ou bien au contraire, parce qu'on se méfiait d'eux, les Valar avaient-ils vu en eux une part d'ombre, un risque de chute ? Car à la différence de Gandalf, ils n'avaient pas de lien avec les elfes, ni avec les hommes du Nord. Ils ne bénéficiaient d'aucun soutien, d'aucun allié connu. Ils étaient seuls face aux empires mystérieux de l'Est, aux forces qui, des siècles plus tard, enverraient des armées sous les bannières de Sauron. Et alors que l'histoire se souvient de la lutte des rois et des seigneurs de l'Ouest, une autre guerre, silencieuse et oubliée, aurait pu se dérouler loin des regards. Une guerre menée par deux mages dont le destin encore aujourd'hui demeure une énigme insondable. Les mages bleus partirent d'un main vers l'Est et ne revinrent jamais. Contrairement à Gandalf, dont les voyages le menaient toujours aux citadelles des hommes et aux forêts des elfes, Alatar et Palando s'enfoncèrent dans des contrées que peu en Occident osaient même imaginer. Des terres où l'ombre de Sauron ne se limitait pas à des murmures, mais régentait rois et empires depuis des âges oubliés. Pourquoi ne sont-ils jamais revenus ? Sont-ils morts, leurs os blanchis, dans quelques déserts lointains, tombés face aux innombrables serviteurs du Seigneur des Ténèbres ? Ont-ils été trahis, capturés, ou pire encore, ont-ils abandonné leur mission pour suivre une autre voie ? Le peu que l'on sait sur leurs pas nous mène aux confins de Rhûn et Harad, deux régions immenses dont les récits de l'Ouest ne sont que des échos déformés.
Là-bas, au-delà des montagnes grises et des étendues arides, vivaient des peuples entiers dont l'histoire ne fut jamais écrite par les rois du Gondor. Les Orientaux, les Haradrim, les tribus des déserts et des jungles oubliés. Certains servaient Sauron depuis des siècles. D'autres résistaient, mais n'avaient ni l'unité ni la force pour s'opposer à son pouvoir. Les mages bleus auraient-ils cherché à renverser cet équilibre ? Leur mission n'était-elle pas, après tout, d'aider les peuples libres ? Peut-être ont-ils semé les graines d'une révolte, tentant de rallier ces hommes à leur cause. Peut-être ont-ils cherché à combattre Sauron sur son propre terrain, loin du regard du Gondor et des elfes. Mais si tel fut le cas, alors leur combat fut un échec. Car lorsque la guerre de l'anneau éclata, aucun soulèvement ne vint de l'Est. Aucune armée secrète ne marcha contre le Mordor. Seules les légions d'Orientaux et les olifants de Harad répondirent à l'appel de Sauron, se jetant sur les champs du Gondor comme un raz de marée implacable. Si les mages bleus avaient espéré changer le destin de ces peuples, alors ils furent balayés par une force plus grande qu'eux. Mais une autre possibilité plus sombre encore demeure. Et si, loin d'avoir échoué, ils avaient choisi une autre voie qui les aurait éloignés de leur mission initiale ou qui aurait fait d'eux autre chose que des alliés de l'Occident. Car le pouvoir corrompt même ceux qui s'en croient à l'abri. Là où Saruman tomba dans l'orgueil et la convoitise, que dire de deux magiciens isolés au cœur d'un monde où Sauron régnait déjà en maître ? Sont-ils devenus des rois sorciers, fondant leurs propres cultes et ordres secrets ? Ont-ils tenté de modeler ces terres à leur propre vision jusqu'à se perdre eux-mêmes dans leur ambition ? Ou bien étaient-ils restés fidèles à leur mission, mais trop faibles pour triompher, réduits à de simples figures oubliées, racontées comme des légendes dans les feux de camp des tribus errantes ? Le silence des mages bleus est plus inquiétant encore que leur disparition, car qu'ils aient échoué, ou qu'ils aient changé de camp, le résultat fut le même. Quand le destin du monde se joua, ils n'étaient pourtant plus là pour en être témoins. Les mages bleus ont disparu, mais leur silence laisse place à une question plus troublante encore. Et s'ils n'étaient même pas morts ? Et s'ils avaient changé, transformés par les terres où ils avaient erré si longtemps, loin de la lumière des Valar et de la vigilance des elfes ? Tolkien lui-même a laissé entendre que leur sort aurait pu être bien plus sombre qu'un simple oubli. Dans certaines versions de ses écrits, il suggère qu'ils auraient pu être corrompus, perdus dans les ténèbres de l'Est, servant malgré eux ou volontairement une cause qui n'était plus la leur. Mais par quel chemin auraient-ils pu tomber ? Le pouvoir corrompt. Ce fut la leçon de Saruman, le plus grand des mages, celui qui se croyait inébranlable et qui pourtant céda à l'attrait du contrôle, du savoir absolu, de l'ordre imposé par la force, lui qui au départ ne cherchait pas à servir Sauron, mais à le supplanter, finit par devenir son esclave, prisonnier de son propre orgueil. Alatar et Palando auraient-ils suivi ce même chemin ? Enfoncés dans un monde sans alliés, entourés de peuples soumis à la volonté du Seigneur des Ténèbres, ils auraient dû user de leur propre pouvoir pour survivre. Mais combien de temps un guide peut-il marcher aux côtés des rois sans devenir lui-même un souverain ? Combien de temps un mage peut-il enseigner sans être vénéré comme un dieu ? Dans ces contrées où la magie était incomprise, où les seigneurs de guerre se prosternaient devant la force brute, les mages bleus auraient pu être perçus comme des envoyés divins, des prophètes, des fondateurs de cultes secrets dont l'existence s'est perdue avec les âges. Peut-être ont-ils tenté de bâtir des royaumes de leurs propres mains, des empires nés de leur vision d'un monde meilleur, jusqu'à ce que cette vision ne devienne qu'une cage dorée, un piège tendu par leur propre ambition. Mais une autre possibilité demeure. Et si au contraire ils n'avaient jamais trahi leur mission ? Et s'ils avaient résisté seuls face à un ennemi trop grand pour eux ? Car l'Est n'était pas un désert vide de volonté. Des forces s'y opposaient à Sauron, mais elles étaient dispersées, écrasées sous le poids des siècles. Peut-être que les mages bleus ont tenté d'unifier ces peuples, de les mener à la révolte contre le Seigneur des Ténèbres. Peut-être qu'ils ont failli, non par trahison, mais par impuissance. Il n'y eut pas de guerre en runes, pas de soulèvement dans les steppes ou les jungles de Harad. Si les mages bleus avaient espéré rallumer une flamme d'espoir dans ces contrées, alors elle s'éteignit bien avant la guerre de l'anneau. Et eux, dans cette lutte invisible dont l'Occident n'entendit jamais parler, furent anéantis ou réduits au silence.
Mais si leur combat fut un échec, alors pourquoi Sauron lui-même ne les mentionne-t-il pas ? Pourquoi aucun texte, aucune légende venue des terres de l'Ouest ne raconte leur fin ? Une seule réponse s'impose. Soit ils se cachèrent si profondément que leur nom fut effacé, soit ils furent engloutis par quelque chose d'encore plus grand. Ou peut-être n'avaient-ils jamais réellement disparu ? Les mages bleus ont disparu des récits de l'Ouest et pourtant leur ombre plane toujours sur l'histoire de la Terre du Milieu. Leur absence a-t-elle changé le cours de la guerre ? Aurait-il pu inverser le destin du monde, affaiblir Sauron avant même que la guerre de l'anneau ne commence ? Gandalf, seul, réussit à rallumer la flamme de l'espoir en Occident. Saruman, lui, s'éleva avant de chuter, sa soif de pouvoir le consumant peu à peu. Mais qu'en est-il d'Alatar et Palando ? S'ils avaient survécu, s'ils avaient su mobiliser les peuples de l'Est, auraient-ils pu forger une armée capable de prendre Sauron en tenaille, de le frapper alors que son regard était tourné vers le Gondor et le Rohan ? Ou bien étaient-ils plus faibles que Gandalf et Saruman, moins aptes à résister aux forces du monde ? Moins sages peut-être, ou moins protégés par les Valar, livrés à eux-mêmes dans un combat sans renfort ? Ou alors, leur rôle était-il bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer ? Leur mystère est leur force. Là où Gandalf incarne la sagesse et Saruman la chute, les mages bleus sont le vide, l'inconnu, la possibilité d'un autre récit qui ne sera jamais écrit. Et c'est là tout le génie de Tolkien, il nous laisse avec des questions sans réponse, des chemins inexplorés où l'imagination peut s'égarer. Peut-être sont-ils tombés, peut-être ont-ils triomphé d'une bataille dont personne n'a jamais entendu parler, peut-être sont-ils devenus autre chose, des figures mythiques dont le nom s'est effacé avec le temps, ou peut-être, quelque part, loin de l'Occident, leurs héritiers marchant encore sous un ciel étranger. Si ce mystère vous fascine autant que nous, laissez un like et abonnez-vous. Car en Terre du Milieu comme ici, une chose est sûre, chaque nouvelle histoire n'est que le début d'une légende.